Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Paul Thomassieux. Bonjour monsieur. Bonjour. Paul Thomassieux, ingénieur, essayiste, vous avez travaillé dans de grands groupes industriels français et vous publiez l'ouvrage dont on va parler dans un instant, Bullshit Corporation, guide de survie en entreprise, comme d'habitude à retrouver sur la boutique en ligne. Alors, la Bullshit Corporation, c'est la référence à ces anglicismes qu'on entend partout dans les entreprises françaises de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire le bullshit, la Bullshit Corporation? Alors la Bullshit Corporation, en fait, c'est un peu l'entreprise dans laquelle on met en avant l'apparence et la politique avant les intérêts réels de l'entreprise. C'est une entreprise dans laquelle les gens vont progresser non pas au mérite, mais au relationnel, les arrangements entre copains, voilà. Bullshit Corporation, finalement... Est-ce que c'est forcément une grande entreprise, genre usine à gaz Alors, moi, j'ai connu beaucoup d'usines à gaz, donc je parle surtout de celle-là dans mon livre. Maintenant, j'imagine qu'on est capable de faire des Bullshit Corporation à beaucoup plus petite échelle, sans problème. Il suffit de tordre la réalité en mettant des règles qui sont édictées sur le référentiel d'entreprise et qui ne sont en réalité jamais appliquées parce que ça n'arrange personne, pour que ça devienne facilement une Bullshit Corporation. Est-ce que la Bullshit Corporation, alors je ne sais pas si vous avez travaillé dans la fonction publique, mais on la retrouve dans les hautes sphères de la fonction publique? Est-ce que la Bullshit Corporation, aussi la réunionite, enfin on va en parler, mais cet aspect de management, d'organisation, on peut le retrouver dans l'État? Alors certainement, puisque de toute façon, la Bullshit Corporation, c'est une organisation qui est créée par les biais cognitifs des êtres humains. Donc les intérêts personnels qui priment sur les intérêts généraux. Donc j'ai pas travaillé dans la fonction publique, j'ai pas travaillé dans ces instances-là, mais il est aisé de se dire que finalement, à partir du moment où les êtres humains cherchent à se faire une place au soleil au détriment de l'intérêt collectif, on va créer les conditions d'une organisation complètement trafiquée et qui en fait répondra pas à son objectif premier, quoi. Alors vous citez les ouvrages de plusieurs personnes qui ont réussi dans les affaires, genre Elon Musk et tout, mais vous dites qu'au fond, il n'y a pas de méthode pour réussir, que outre le courage de travailler, le succès serait pour bonne partie lié à la chance. Alors vous allez en casser plus d'un qui un peu roule des mécaniques en disant « t'as vu ce qu'il y a sur mon compte en banque, c'est Bibi ». Enfin, c'est vrai. La chance, est-ce qu'elle se provoque finalement ? Alors oui, je pense qu'elle se provoque. Elle se provoque en faisant globalement rouler le dé de la chance, c'est-à-dire en travaillant. En travaillant, on fait bouger son environnement, on fait bouger les paramètres de sa vie. Et à force de tenter des choses, on finit par tomber sur le bon chiffre et donc à réussir. Mais là où en fait je critique les méthodes à succès, c'est qu'elles sont beaucoup basées sur le biais du survivant. C'est-à-dire que ceux qui ont réussi écrivent des livres en disant « voilà, j'ai réussi parce que j'ai fait comme ci et comme ça ». Mais en fait, on n'a aucun livre qui sont écrits par les personnes qui ont échoué en faisant exactement la même chose. Donc ça, c'est aussi un biais très communément vu, c'est que on se base que sur les échantillons qui sont à notre disposition pour dire ah bah oui, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, alors qu'on voit pas tous les échecs qui ont eu lieu. Ce biais du survivant, d'ailleurs, était il y a une anecdote assez rigolote, c'est que pendant la Seconde Guerre mondiale, on a mis au point un casque qui permettait de protéger la tête des soldats. Et les médecins ont vu les statistiques de blessés à la tête augmenter de manière drastique. Donc c'est de la faute du casque. La conclusion, voilà, le casque blesse les gens à la tête. Sauf que sans casque, en fait, quand on est blessé à la tête, on meurt. Donc on ne revient pas dans les statistiques. Voilà, c'est ça le biais du survivant. Mais alors vous dites quand même que il y a l'environnement social et culturel, les caractéristiques personnelles et le bon moment, agir au bon moment qui participe de l'élaboration de cette chance. Oui, tout à fait. Alors, il y a les conditions initiales, ça c'est ce qu'on appelle l'effet Matthieu. L'effet Matthieu, ça vient de l'Évangile qui dit on donnera à celui qui a et il sera dans l'opulence, et à celui qui n'a pas, on lui retirera même ce qu'il a. Donc, si vous naissez dans un environnement propice, déjà si vous naissez dans un
dans un pays pauvre, en guerre, etc., bah évidemment, vous avez moins de chances de réussir que si vous naissez en France, à Paris, avec des parents riches et bien portants. Mais après, il y a aussi beaucoup encore une fois, de biais cognitifs qui peuvent vous aider dans la vie. Hein. C'est complètement idiot, mais il y a une étude qui a montré qu'aux États-Unis, 1 centimètre de plus dans votre taille vous permettait de gagner en moyenne $300 de plus par an. Ou par mois, je sais plus, je crois que c'était par mois. Les gens beaux, enfin jugés beaux et grands, voilà, plus. C'est l'effet de halo, qui d'ailleurs statistiquement a fait élire des présidents américains statistiquement plus grands que la moyenne de la population américaine. Donc on juge les gens aussi sur leur apparence. En France, ça marche pas, hein, les 3 derniers présidents. C'est vrai qu'ils étaient pas très... le mètre 70. C'est vrai. Mais par ailleurs, on voit aussi dans les jugements. Dans les jugements, si vous êtes beau, vous aurez des jugements plus cléments que si vous êtes laid. Bon, ben, tout ça, on peut pas dire que ce soit des paramètres qui sont à notre main, finalement. La beauté, la taille, l'environnement de naissance. Donc, faut quand même le reconnaître modestement. Il y a beaucoup de paramètres qui sont finalement de la chance et qui font que ça sera plus ou moins dur pour nous. Comme disait Coluche, hein, il y en a qui naîtront petits, noirs et laids, et ça sera plus dur pour eux. Alors, à nos téléspectateurs qui travailleraient dans une bullshit corporation, vous leur conseillez d'appliquer la philosophie des 5 C. Et alors, ça veut dire, c'est con, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, alors ça veut dire économisez votre énergie, en fait. Choisissez vos combats. Si vous avez une idiotie qui est une règle officielle de votre entreprise, ne luttez pas contre elle. Ne perdez pas votre énergie à travailler contre elle. Vous allez non seulement vous faire des ennemis parce que votre management de base est constitué de personnes qui sont de nature conformiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont dans ces postes-là, parce que on promeut les gens qui ne vont pas à l'encontre des directives de la direction, puisqu'ils sont le but, c'est quand même que les employés, de diffuser aux employés les directives et que tout le monde marche d'un seul tenant. Et puis d'autre part, si vous faites ça, vous allez échouer. Parce que c'est impossible en fait de lutter contre une loi établie. Donc, appliquez la loi des 5 C quand vous êtes en face d'une idiotie qui est officielle, c'est-à-dire conformez-vous à cette idiotie. Ou alors partez, quoi. Ouais. Oui, ou partez, voilà. Mais si vous comptez rester salarié dans l'entreprise, appliquez les 5 C, c'est con, mais c'est comme ça, et passez à autre chose. Et dépensez votre énergie autre part. Alors, dans la bullshit corporation, d'ailleurs, comme dans toutes les entreprises en France, j'imagine, il y a 2 types de managers. Le manager en carton, qui peut être toxique, d'un côté, et puis de l'autre côté, il y a le manager en béton. Alors, comment on les reconnaît, ces deux-là, ces 2 types de managers? Alors, le manager en carton, c'est simple, il va montrer que c'est lui le chef en parlant plus fort, en imposant les choses. En fait, il a souvent des problèmes de légitimité par rapport à sa position. Donc, il va faire, par exemple, appel à la complémentation symbolique de soi. Donc, c'est une théorie qui dit que quand on ne se sent pas légitime sur quelque chose, on va utiliser des symboles pour montrer que on est le chef. Hein. Ça peut être un stylo de très grande marque, bien sûr les habits, des objets, une photo avec Emmanuel Macron dans le bureau, j'en sais rien. Voilà, des choses comme ça. Ça vous montre que votre chef, en fait, il a vraiment besoin de légitimité dans complexe d'infériorité. Oui, c'est ça. Voilà. Et faites attention à celui-là, parce que ça veut dire que quand il se sentira en insécurité par rapport à sa position, il va agir de manière violente et il sera très dur, en fait. Donc il faut lui montrer plus de soumission à ce type de manager. Le manager en béton, à contrario, lui, il n'a pas de problème avec ses légitimités. Et je dirais que des choses qu'on peut assez facilement voir si votre manager est un bon manager, c'est qu'il aime travailler avec les gens. Déjà de base, il aime le contact avec les gens. Donc vous allez retrouver ces managers en général au sein de ses équipes. C'est-à-dire que s'il travaille avec une grande équipe, son bureau, il va être très proche, à proximité de ses équipes. Donc il aime les gens et il comprend aussi que les gens sont guidés par leurs émotions. Les émotions, il considère que ça comme une valeur managériale importante pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui motive les gens, qu'est-ce qui les pousse aussi à agir dans un sens ou dans l'autre. Il va chercher ce qui est caché en eux et qui permet d'aller plus vite au but recherché. Et le dernier point, c'est qu'il gère son ego. Pour avoir une équipe performante, il faut que l'ego des collaborateurs soit préservé principalement, et pas l'ego du chef en fait. Donc lui, il gère l'ego de ses collaborateurs pour s'assurer que eux ont confiance en eux, qu'ils vont pouvoir prendre des décisions, qu'ils vont pouvoir agir en leader. Alors vous évoquez aussi, Paul Thomassieux, la progression salariale. Vous dites que c'est un obscur mélange de
plusieurs facteurs. Alors, est-ce qu'un employé qui se donne à fond sera forcément mieux traité que son collègue qui n'en a jamais foutu une ramée ? Eh bien non, malheureusement. C'est triste, mais c'est comme ça. Si vous travaillez bien et que vous êtes très performant à votre poste, c'est pas dit que vous allez avoir une promotion, puisqu'en fait, l'intérêt, c'est aussi de vous garder à votre poste parce que vous êtes performant à votre poste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quelqu'un qui ne travaille pas bien, il peut très facilement être promu par la technique de la promotion patate chaude. En fait, il consiste à faire un excellent dossier pour cette personne afin de l'envoyer paître dans un autre service. Ouais. C'est-à-dire que vous habillez la mariée en disant celui-là il est super, et puis quelqu'un d'autre qui recherche un profil de ce type-là, il va vous le piquer, il va être très content et puis il se rendra compte après qu'il s'est fait avoir en fait dans l'histoire. Donc ça, c'est malheureusement c'est des choses qui sont appliquées en entreprise parce que c'est très difficile de licencier des gens. De se débarrasser de quelqu'un d'incompétent, finalement, il est plus facilement mis au placard que en fait limogé pour insuffisance. Ça coûtera trop cher. Ouais. Alors, les priorités d'une entreprise, vous dites, ça n'a rien à voir avec les besoins de l'être humain. Alors, entre le profit qui est la caractéristique, la recherche première d'une entreprise et l'éthique, comment l'entreprise va gérer son image ? Oui, c'est ça. L'image a une très très forte influence et très importante pour l'entreprise. Mais c'est effectivement quelque chose, la réputation, c'est quelque chose qui est requis pour obtenir des marchés, pour recruter des gens. Mais dans la pyramide des besoins de l'entreprise, comme vous l'avez dit, le premier élément, c'est la pyramide de Carroll. C'est Monsieur Carroll qui l'a créé au début des années 80. Le premier élément, c'est l'économie, c'est la rentabilité économique. Le deuxième élément, c'est la conformité à la loi. Effectivement, l'éthique et l'altruisme, qui sont les deux derniers niveaux, sont plutôt facultatifs. Alors l'important, c'est de donner l'impression qu'on est éthique, puisque en fait la loi c'est obligatoire, la rentabilité économique c'est obligatoire également, mais l'éthique finalement c'est juste une question d'image. Donc comment on communique là-dessus ? Comment on communique là-dessus ? On fait des déclarations, on fait des règles internes en disant aux employés il faut absolument que vous fassiez de l'inclusion, que vous soyez gentils les uns avec les autres, etc. L'anti-harcèlement, etc. Et puis après ça on se dédouane à partir de là, même si au final il va falloir bien gagner des marchés, donc il va falloir un peu piétiner des concurrents, il va falloir aussi se faire une place au soleil, donc on va en fait reporter sur l'employé la responsabilité de ne pas respecter des règles qui sont, évidemment de bon sens, mais en même temps pas toujours applicables dans un monde férocement concurrentiel. La notion de bonheur, elle est aussi au centre de votre ouvrage. Comment on arrive à trouver le bonheur quand on travaille dans une bullshit corporation, dans une usine à gaz ? Alors là, je vais vous dire déjà, la première chose, c'est de pas faire de son identité purement un employé. Ça, c'est la première chose. Il faut arriver conditionné au travail. Je me mets dans un... si vous êtes dans une bullshit corporation, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que ou vous changez d'entreprise, ou alors il va falloir effectivement réussir à décorréler la personne que vous êtes de l'employé qui se trouve dans cette bullshit corporation. Parce que malheureusement, comme on l'a vu pendant la période du Covid, il y a, selon le gouvernement, il y avait environ 70% des emplois qui étaient non essentiels pour la patrie, puisque ils avaient identifié clairement une liste d'emplois de professions. Les caissières, les éboueurs. Voilà, tout ça, malheureusement, qui sont très mal payés, mais qui sont essentiels au fonctionnement de la nation. Et tout le reste, en fait, c'est non essentiel. Donc, il y a de bonnes chances que nos téléspectateurs fassent partie, comme moi-même, d'une profession non essentielle pour faire marcher la nation. Donc, il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait dans sa carrière professionnelle pour que le jour où ça se passe mal, on n'ait pas l'impression que c'est sa personne qui est rejetée, mais uniquement une fonction, par rapport à un besoin d'un marché, finalement. Et cette notion de employé ou de personne non essentielle dans l'économie, c'est quand même assez choquant au final. On pourrait imaginer que
dans le cadre de cette mesure du revenu universel, on laisse les gens chez eux dont on n'a pas forcément besoin pour faire tourner l'économie et qu'on emploie quelques millions de personnes pour faire tourner la France, quoi. Bah écoutez, oui, c'est peut-être une utopie, mais peut-être que c'est aussi un avenir possible. Quelque part, je sais pas si vendre, quand on voit sur Internet le nombre de services inutiles qui nous sont vendus dans les publicités qui arrivent avant les vidéos, on peut quand même se demander si la société se tournerait pas même mieux si on ne les avait pas, ce type de tentations qui ne servent pas à grand-chose. Alors, vous avez 23 stratagèmes pour survivre en entreprise. Alors, aidez-nous, aidez nos téléspectateurs qui travailleraient dans une bullshit corporation. Quels sont les 5 conseils que vous pourriez leur donner? Alors, déjà, il y en a un que vous n'allez pas aimer. Si, je vais l'aimer. Vous me l'avez donné tout à l'heure et je me sens pas du tout là-dedans. Alors, le stratagème numéro 4, c'est je parle BFM TV. Ouais. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire parler consensuel. En fait, comme je le disais tout à l'heure, votre management est constitué de personnes qui sont très consensuelles et qui aiment la bien-pensance. Se couler dans le moule. Voilà, il faut être dans le moule. Donc, ne vous intéressez pas à faire de la politique en entreprise. Même si vous avez raison, ne diffusez pas des idées de TV Liberté dans votre entreprise. Ça va vous porter préjudice. Donc, si vous devez parler de choses... Ça dépend dans quelle entreprise. Oui, alors oui. Quelqu'un vous n'êtes pas dans une bullshit corporation. Effectivement. Donc, effectivement, là, si vous avez des discussions à la machine à café, restez dans le consensuel, répétez ce que dit BFM TV. C'est pas mal pour vos discussions à la machine à café ou du repas de midi. Et ça vous évitera des ennuis et de froisser des gens qui peuvent vous aider à progresser dans l'entreprise. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est... alors, je suis désolé aussi pour cette fonction, mais il y a le stratagème, je parle au RH. Alors, si vous devez parler aux ressources humaines, malheureusement, je sais qu'officiellement, tout le monde vous dit que les ressources humaines sont là pour se préoccuper du bien le plus important de l'entreprise, à savoir les employés. Mais si vous allez voir les ressources humaines, dans la réalité, vous n'avez le droit de les voir que pour leur dire que vous allez bien, que vous êtes motivé dans votre travail, que tout se passe bien dans votre travail. RAS. Voilà, RAS. Ouais. Ne leur parlez pas de vos problèmes parce que les RH vont vous assimiler aux problèmes. Et alors, il faut leur dire au RH, j'ai l'intention de... Ça, c'est le stratagème numéro 13. Donc alors, le stratagème numéro 13, c'est un stratagème pour monter dans l'échelle du leadership. Alors, l'échelle du leadership, c'est effectivement un outil qui est très pratique quand vous êtes en responsabilité fonctionnelle, par exemple, que vous êtes chef de projet, si vous devez faire progresser vos collaborateurs vers plus d'autonomie. Le but, c'est de leur poser des questions pour que la formulation de vos questions les pousse à prendre l'initiative. L'échelle, le niveau 1 du leadership, c'est je te dis quoi faire. C'est la directivité, il faut que tu ailles chercher tel élément à tel endroit. Quand on veut monter dans l'échelle du leadership, on lui demande que penses-tu qu'il faudrait faire pour atteindre tel objectif? Et si on veut continuer, qu'as-tu l'intention de faire? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et en fait, on va pousser le collaborateur à monter dans cette échelle et à prendre lui-même les décisions. Voilà. On peut peut-être... donc j'ai l'intention de... un bon début de phrase pour pour monter en leadership et montrer à votre chef que vous avez pris en charge un sujet. Et il vous foutra royalement la paix si vous commencez vos phrases comme ça. Voilà. Parce que déjà, vous pensez à voix haute, vous lui donnez quel est votre raisonnement et vous lui dites, c'est bon, je prends en charge. Donc si vous voulez être tranquille avec votre chef, commencez vos phrases par j'ai l'intention de faire ceci, cela, parce que vous lui donnez votre raisonnement et vous serez tranquille. On peut peut-être en prendre encore deux. Considérer le contrôle comme un besoin fondamental. Oui, alors effectivement, le besoin de contrôle, le besoin de sens, c'est quelque chose, on va dire, c'est même à votre naissance, vous allez chercher le moyen de vous déplacer le plus rapidement. Donc vous allez confronter vos actions à votre environnement. Et vous allez vous rendre compte à un moment donné que le bipédisme, c'est très pratique pour avancer, c'est mieux que le 4 pattes. Et vous allez vous confronter à ça à la réalité, vous dire ça va plus vite, donc j'adopte cette méthode. Et en fait, ça c'est le sens, le contrôle, et on est en permanence en train de se dire si je fais ça, ça a telle conséquence.
Et donc, il faut vous dire que tous vos interlocuteurs, ils cherchent toujours à avoir une part de contrôle. D'ailleurs, c'est même ce qui se passe dans la médecine. Dans la médecine, pour que les patients aillent mieux, on peut proposer aux patients de prendre son médicament sous forme médicament effervescent, ou par intraveineuse. C'est le même médicament, mais on lui donne une part de contrôle. Et ça aide le patient à guérir. Donc, dites-vous que tous vos interlocuteurs ont besoin d'une part de contrôle. Si vous la préparez à l'avance, si vous donnez des choix, si vous permettez, si vous ouvrez, alors j'appelle ça des pots de miel, des honeypots, on a ça en cybersecurity, on donne par exemple des choix qui sont assez simples, assez triviaux, qui vont pas influencer le résultat final, mais qui permet à votre interlocuteur d'avoir des parts de contrôle. Comme ça, au lieu que lui choisisse, si vous lui donnez aucune part de contrôle, il va les choisir lui-même, les parts de contrôle. C'est comme avec les enfants ce soir, on peut donner le choix aux petits, ça sera soit ça, tu choisis. Mais voilà, mais au final, c'est nous qui avons le contrôle parce qu'on a sélectionné les choix au préalable. C'est ça en fait. Et alors justement, ça renvoie au stratagème d'auto-manipulation aussi. Ah, le stratagème d'auto-manipulation. Alors celui-là, c'est un stratagème pour se lancer dans l'action. En fait, la base, c'est de dire, si vous n'êtes pas motivé pour accomplir une tâche difficile, gravir l'Everest, ne pensez pas à la montagne, sélectionnez une tâche la plus petite possible, quelle qu'elle soit, qui contribue à cet objectif. Et dites-vous, si j'ai accompli cette tâche aujourd'hui, eh bien, je serai fier de moi. Mais la manipulation vient du fait qu'en fait, vous allez faire ce contrat de manière honnête avec vous-même, mais une fois que vous aurez entamé la machine, une fois que vous aurez entamé la démarche, eh bien, vous allez naturellement aller plus loin. Donc en fait, vous serez un petit peu auto-manipulé parce que le plus dur, en fait, dans la motivation, c'est le démarrage. C'est pas de poursuivre une fois qu'on a démarré, c'est vraiment de démarrer. Donc comme c'est ça le plus dur, il faut se donner un objectif qui est vraiment minimal. Moi, pour commencer ce livre, mon premier, c'est pareil, je voyais la montagne devant moi. Et la première étape, c'était de se dire, bon, attends, crée un fichier Word. Ouais, déjà, petit à petit, tâche par tâche. Mets-lui un titre, et puis c'est tout. Et tu auras déjà fait un début. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Sauf qu'une fois que j'ai fait mon fichier Word, que j'ai mis mon titre, je commençais à dire, ok, faut que je mette telle idée, et j'ai déjà avancé beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Simplement parce que je me suis accepté ce contrat simple, de me dire, je fais juste cette tâche d'ouvrir un fichier Word, lui donner un titre. Voilà. C'est un peu ça le... Et alors, Paul Thomassieux, excusez-moi, vous terminez votre ouvrage avec le jeu, le bullshitomètre, donc comme on joue. Alors le bullshitomètre, c'est simple, vous allez avoir des cases à cocher tout au long de votre lecture avec des phrases ou des comportements. Si vous les reconnaissez, si c'est quelque chose que vous vivez dans votre entreprise, c'est pour savoir si on est dans une boule, cochez la case. Compagnie. Voilà, vous allez pouvoir compter les cases à la fin de l'ouvrage et savoir où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans une industrie ça va mieux ou dans une bullshit corporation ou entre les deux. Et ça va vous aider à voir si votre entreprise mérite encore de vous compter dans ses employés ou s'il faut aller plutôt ailleurs pour exprimer vos talents. La Bullshit Corporation, c'est l'ouvrage de Paul Thomassieux, guide de survie en entreprise que vous pourrez retrouver sur la boutique en ligne de TV Liberté. C'est vraiment un ouvrage vraiment marrant avec beaucoup de petites chroniques, beaucoup de petites... des petits résumés, des petites choses à part. Enfin, c'est très bien fait et ça se lit vraiment très rapidement. Enfin, c'est vraiment très drôle. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Pierre.